Kindia, une ville de Guinée située à 135 km de la capitale Conakry. Surnommée la cité des agrumes, la ville alimente les marchés urbains en produits vivriers, tubercules, fruits et légumes. Le développement du secteur agricole dans cette ville pourrait contribuer à garantir la sécurité alimentaire de la population guinéenne. Notre invité d'aujourd'hui y croit fermement et s'investit depuis plus de 30 ans dans la culture de cette terre fertile. Il s'agit de Hadja Mbalou Fofana, qui est la fondatrice de Fabic. Elle va nous parler de son projet. Bonjour Hadja. Bonjour Khadija. Alors, avant de continuer, Hadja Mbalou, en une phrase, comment vous vous décrivez? Hadja Mbalou, c'est une militante engagée du monde rural, au service des jeunes et des femmes. Hadja Mbalou, vous avez 75 hectares de terre dans un pays où les femmes sont rarement propriétaires terriennes. Comment vous avez eu cette... C'est une chance, c'est une aubaine, comment vous avez eu cette opportunité? C'est vrai, c'est rare pour les femmes en général d'acquérir des terres, surtout des superficies aussi importantes, mais j'ai profité justement d'une opportunité qui m'a été offerte, que certaines femmes auraient peut-être refusé d'acheter le domaine. Parce que souvent, on attend que les terres nous reviennent par héritage ou bien qu'on nous les prête. Mais acheter des terres, il y a des possibilités et ça existe. 30 ans d'expérience dans le domaine agricole. Aujourd'hui, votre bilan serait quoi? Mon bilan, parler de mon bilan, c'est parler de mes réussites et de mes échecs. On va dire de vos expériences. Oui, oui, c'est vrai que je dirais les échecs m'effleurent. Mais les réussites, c'est ma participation justement au développement des communautés dans lesquelles je travaille. C'est-à-dire participer au programme de sélection variétale pour que les populations aient des semences, que ce soit en ananas, que ce soit en banane, que ce soit en riz. Travailler avec les centres de recherche dans la sélection variétale, justement sur les semences. Travailler avec les coopératives pour les aider à accéder au financement à travers les banques locales. Et aussi former les jeunes pour qu'ils se restent sur le terroir. Ça, c'est vraiment, je peux dire qu'en 30 ans, voilà des choses sur lesquelles j'ai travaillé plusieurs années pour que nous puissions acquérir des espaces pour installer les jeunes. Parce que vous, c'est une coopérative. Oui, c'est une coopérative. Maintenant, mes pleurs, c'est vraiment que l'autonomisation de la femme n'est pas encore une réalité. Parce qu'il y a justement tout ce qui est exclusion. Les femmes n'ont pas accès aux terres, elles n'ont pas accès au financement, c'est les hommes qui sont devant. Aussi, on a les inégalités. Les femmes n'ont pas accès aux instances de prise de décision. Ça, c'est vraiment mes douleurs. Mais je continue encore à m'investir parce que je pense que le chemin qui reste à parcourir est très important. Alors, Hadja, Kindia, on en parle souvent. On dit que c'est vraiment la ville des fruits. Et on sait que dans les temps, c'était l'une des villes qui produisait le plus de bananes, qui exportait les bananes vers la France notamment. Et aujourd'hui, on a perdu cette place. À votre avis, quel est le problème ou est-ce qu'on peut un jour rêver encore reprendre cette place à travers Kindia? Bon, je dirais qu'on a perdu, c'est toute une histoire. Pourquoi on l'a perdu? Mais aujourd'hui, je vous ai dit tantôt qu'une de mes joies, c'est participer au programme de sélection variétale. Aujourd'hui, nous sommes dans des programmes de relance des deux filières, filière banane et filière ananas, pour que la Guinée se retrouve sur le marché. Parce que retrouver sa place dans le temps, c'est assez compliqué. Mais si on est présent sur le marché, c'est déjà un pas. En ce cas, nous avons, avec la Banque islamique de développement, qui finance aujourd'hui un programme d'introduction variétale, on a 3 variétés de bananes qui vont être introduites en Guinée. Et je fais partie des pépiniéristes. Parce que c'est un peu notre lutte d'être présent là où il y a des innovations. Dans ce cas, ces variétés de bananes vont arriver et on va les disséminer entre la Basse-Guinée, le Fouta et la Guinée forestière.
Ça, c'est au niveau de la banane. Quand on dit des variétés, c'est des variétés qui résistent plus voilà. au C'est-à-dire climat, à la cercosporiose. On a des variétés qui sont aujourd'hui un peu tolérantes de la cerco. En ce cas, c'est des variétés qui peuvent enrichir. La cerco étant une maladie foliaire qui attaque les bananiers et qui les affaiblit. Dans ce cas, c'est ce qui a détruit généralement la plupart des plantations. Deuxièmement, il y a aussi l'introduction des hybrides. Parce que si on introduit des hybrides, quelques années après, elles retournent à leurs parents. Dans ce cas, si on n'a pas de suivi de ces bananiers ou bien de ces plantations, il y aura toujours de la dégénérescence. Ça, c'est ce qui nous arrive dans nos plantations. Mais pour relancer la banane, il faut des variétés résistantes et aussi faire en sorte que les producteurs aient accès à moindre coût. Dans ce cas, c'est ce programme-là que la Banque islamique de développement finance pour nous. Et vous êtes aussi dans la transformation des fruits? Oui, bien sûr. Nous sommes dans la transformation de l'ananas parce que l'ananas aussi, il y a un programme de relance de la filière avec l'ONUDI sur financement de l'Union européenne. Et cette relance-là nous donne des objectifs. On a amélioré les champs, amélioré la semence, exporté, mais la transformation nous a sauvés. Pendant l'Ebola et pendant Covid, on avait vraiment des invendus. Dans ce cas, installer des unités de transformation nous a permis aussi de transformer les excédents. Pour ne pas les perdre. Parce que c'est là où je me suis investi dans l'installation d'une serre qui est à Kondéa chez nous. Et cette serre-là nous donne des fruits séchés parce que c'est une serre solaire. Maintenant, on vient d'installer aussi une unité de séchage électrique que ma fille gère avec son entreprise. Il y a une chose qui m'alarme en Guinée aujourd'hui. Nos fruits, on ne les laisse plus mûrir. On est pressé de les mettre sur le marché. Qu'est-ce qui cause cela? Est-ce qu'il y a une solution? Aujourd'hui, on achète une pastèque, elle est à moitié blanche. Les mangues, dès décembre, on a commencé à les cueillir. Est-ce qu'au niveau de la législation, il y a un moyen de protéger ça pour qu'on mange de la qualité? Et même pour vous qui faites justement la transformation, si vous n'avez pas ces fruits qui sont de bonne qualité, j'imagine que le résultat ne sera pas forcément le meilleur. Oui, vous n'avez parfaitement raison. C'est que le Guinéen est pressé. Dans ce cas, nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de réglementation. Nous sommes dans une coopérative. Notre coopérative est dans une fédération qui est aussi une fêtière. Mais on a des plantations qui sont brûlées. On a des vols. Tous ceux qui cueillent sans que ça ne soit à maturité, soit ils ne maîtrisent pas l'agrotechnie, ou bien ils cueillent parce qu'ils ont peur d'être volés. Dans ce cas, tant que la justice, par exemple, pour ceux qui viennent détruire les plantations ou qui volent dans les plantations, si les producteurs ne sont pas protégés, ils essaient de trouver des solutions à leur niveau. On a porté des plaintes au niveau des juridictions à l'intérieur, mais il n'y a pas de répondant. Dans ce cas, le travail qu'il y a à faire, c'est qu'on doit soutenir et accompagner les planteurs, les producteurs qui se plaignent ou bien qui portent plainte parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été volés. Ça, s'il y a un ou deux qui sont sanctionnés, ça peut faire un cas d'école, n'est-ce pas? Mais la plupart, les fruits qui sont cueillis, les gens le font. Vous avez vu les bananes qui viennent de la forêt? On les cueille sans qu'ils soient à maturité. Parce que les gens ont peur de se faire voler. Parce que c'est un problème de conscience. Et nous qui sommes dans la transformation, on essaie de contracter avec des producteurs. Parce que tu lui donnes un cahier de charge. Le producteur qui te fournit de l'ananas, moi je fournis de l'ananas à l'usine de Fatou et Khadija, dans ce cas, il ne prend pas les fruits qui ne sont pas de bonne qualité. Dans ce cas, ça c'est très très important pour le marché que les gens puissent contractualiser. Adja, aujourd'hui, l'agriculture, surtout quand je vois nos terres qui sont tellement fertiles, ça devrait aujourd'hui
nous aider à aller vers l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui ne va pas encore, Adia? Vous qui êtes dedans depuis 30 ans, en gros, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour nourrir toute la Guinée, j'ai envie de dire, à travers Kindia? À mon avis, n'est-ce pas, on a besoin aujourd'hui de formation pour les agriculteurs. Mais les formations, on en a fait pas mal avec les institutions et tout ça pendant des années. Non, ça ne suffit pas. Les formations qu'on fait dans les ateliers, la plupart des ONG qui sont sur le terrain ou des projets, donnent ils organisent des ateliers. Ils ne font pas de formation. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, on n'a pas de conseiller. Imaginez-vous quand on dit un conseiller pour 110 habitants ou agriculteurs. Ce n'est pas suffisant. L'agriculteur n'a pas la possibilité de se faire conseiller sur les itinéraires techniques. Écoles, les universités ou des agronomes sortant d'universités dans l'État. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens? Ils ne forment pas, ils ne partagent pas. Non, ils cherchent du travail. Tous ceux qui sortent des écoles d'agriculture ne sont pas directement employés comme techniciens. Chacun emploie son technicien, chacun cherche à résoudre le problème à son niveau. Mais globalement, on doit aujourd'hui recruter des conseillers agricoles pour augmenter le nombre dans les communautés. Deuxièmement, il faut nécessairement que les intrants qui sont mis à la disposition des producteurs, l'utilisation soit suivie. Il y a des gens qui utilisent des intrants qui détruisent leurs plantations parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas les utiliser. Ils ne savent pas les engrais notamment. Les engrais et les produits phyto, oui. N'est-ce pas? Et troisièmement, tout le monde veut aller dans l'agriculture. Vous allez aujourd'hui, tout le monde veut faire l'ananas. Mais au bout de 10 mois, n'est-ce pas, les gens se rendent compte que l'itinéraire technique qui leur a été conseillé n'est pas la vraie. N'est-ce pas? Dans ce cas, il y a des problèmes. Ce qu'il faut, c'est vraiment, il faut des techniciens pour accompagner les producteurs. Maintenant, il y a la mécanisation pour, en dernier lieu, encourager des investisseurs pour venir travailler sur les grandes surfaces. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut de l'investissement dans le secteur agricole. Encourager, j'ai envie de dire, les banquiers aussi à vous prêter. Parce que j'imagine, vous, Adia, si on vous donne les moyens aujourd'hui d'exploiter vos 75 hectares comme il faut, à mécaniser une partie de vos activités, vous pourrez devenir une grande productrice, non? Oui, mais comme je ne raisonne pas moi, Adia, n'est-ce pas? Je pense aujourd'hui que pour que moi je sois une grande productrice, il faut un partenariat. C'est-à-dire que quelqu'un m'apporte de la technologie pour que je puisse améliorer ce que je fais. Deuxièmement, les banques vont prêter, mais il faut que j'ai une équipe pour pouvoir gérer ça. C'est tout un ensemble. Dans ce cas, nous sommes ouverts aujourd'hui à attirer des investisseurs dans le secteur pour qu'ils viennent. Ceux qui ont des terres vont être avec ceux qui ont la technologie. Parce que pour faire du riz, pour que nous puissions avoir du riz, c'est 8 tonnes à l'hectare. On a des semences qui commencent à sortir. Mais pour avoir 8 tonnes à l'hectare, il faut de la mécanisation. Pour 6 tonnes à l'hectare, il faut de la mécanisation. Ça, ce n'est pas à la dimension, voilà, c'est pas la dimension du petit producteur. Adia, pour revenir sur l'entrepreneur que vous êtes, c'est sûr que c'est l'agriculture aussi, vous avez des employés, vous travaillez avec des personnes. Ah, oui. Alors, quel patron êtes-vous, quel boss? Participative. Je ne fais rien sans consulter mes travailleurs. Je les écoute et malgré que beaucoup sont analphabètes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas alphabétiser en français, mais ils ont de bonnes idées et ils contribuent énormément au développement de ce que nous faisons. Parce que je suis vraiment cet entrepreneur qui partage, qui écoute et qui tire ceux qui sont en bas vers le haut. Et on est au mois de mars, le mois de la femme. J'ai envie de dire, quelle femme entrepreneur vous inspire? Vous êtes une inspiration vous-même déjà. Oui, moi je suis inspirée par ma mère. Ma mère n'était pas lettrée en français, mais elle a été styliste, couturière, mannequin, top modèle.
Eh ben. C'est vrai, elle avait sa photo à l'ambassade du Sénégal à Paris, n'est-ce pas? Elle portait les chaussures de Charles Jourdan, mais elle n'était pas instruite en français. Mais elle savait travailler, n'est-ce pas? Dans ce cas, depuis à l'enfance, je l'ai vue, comment elle était organisée, elle aimait se battre, elle aimait son travail. Dans ce cas, ça c'est quelque chose qui m'inspire. Et quelle est votre vision du monde? C'est un monde égalitaire. Pour moi, on doit changer de paradigme. C'est-à-dire que je veux voir plus de femmes chefs d'État dans le monde, chef de gouvernement, présidente de l'Assemblée et présidente des conseils d'administration, chef d'entreprise. On rêve tous de ce monde, un monde paritaire, un monde égalitaire, un monde où beaucoup de femmes sont chefs d'État. Et ça va venir avec justement tout ce que vous faites pour l'autonomisation des femmes. Et je profite pour souhaiter vraiment à toutes les femmes une belle fête à l'occasion du 8 mars. Merci pour cette édition et on se retrouve très vite avec une autre bourse de l'entrepreneuriat.